et bienvenue dans le podcast de Journal d'Endurance. Dans ce deuxième épisode, j'ai le plaisir d'interviewer Clémentine Chaud, cavalière de l'équipe de France. Initialement, les championnats du monde 2022 devaient avoir lieu à Vérone en Italie au mois d'octobre. Mais suite à une décision de la FEI, ils ont dû être reportés. Ils auront donc lieu à Boutib, aux Émirats Arabes Unis, le 25 février 2023. Lors de ce championnat du monde, l'équipe de France se classe deuxième par équipe. Elle est composée de Virginie Adjé et Raya de Jalima, Philippe Thomas et Biwaka de Chalandra, Justin Mourou et Dragueuse Depakouli, Vincent Gaudriot et Boumba Daki, Clémentine Chaud et Winaruz El-Djin, ainsi que Simon Menez et Slimane El Ramahadi. Nous aurons l'occasion de parler de l'élevage français des chevaux d'endurance dans des prochains podcasts, mais il me semblait important de souligner que 35% des chevaux au départ du championnat du monde étaient des chevaux français. D'ailleurs, 50% des chevaux ayant fini la course étaient également français. Allez, je vous laisse avec Clémentine Chaud qui va nous parler du championnat du monde 2022. Bonjour Clémentine. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ici, à Artagnan, pour un petit enregistrement. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas ? Donc je m'appelle Clémentine Chaud, j'ai 30 ans, je suis cavalière d'endurance équestre. À côté de ça, je suis salariée, je travaille dans une communauté de communes en tant que chargée de coopération territoriale. Voilà. C'est déjà pas mal. Et du coup, tu arrives à allier le sport de haut niveau en endurance et le boulot que tu as. Oui, alors je suis mon emploi salarié, je suis à mi-temps, ce qui me permet de quand même plus facilement combiner l'entraînement des chevaux et également l'activité salariée. J'ai la chance d'être dans une communauté de communes où ils sont hyper bienveillants et arrangeants par rapport à ma pratique sportive. Et du coup, on arrive toujours à s'arranger pour que je puisse avoir les disponibilités à la fois pour les entraînements et à la fois pour après aller en compétition. Ça demande un peu d'organisation, mais ça se fait. Trop bien, c'est cool. On va rentrer dans le vif du sujet. J'avais envie que tu nous parles des championnats du monde. Il y a un peu de temps maintenant, c'est vrai, mais du coup, quand on n'a pas été sur place, on a très peu su comment ça s'est passé. Pour commencer, du coup, le cheval que tu as emmené là-bas, c'est Winaruz El-Djin, c'est ça ? Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous le présenter rapidement ? Oui, Winaruz, c'est un pur sang arabe. C'est la propriété de Catherine Le Bihan, qui l'a acheté à ses 300 à Jérôme Ozanne, donc qui est le naisseur. Elle l'a acheté parce qu'elle était particulièrement... Donc c'est un fils de Jean Lotois, mais elle, ce qui l'intéressait particulièrement en tant qu'éleveuse, c'était la souche basse côté maternel, donc Malvasia, qui est la mère de Simba du Bartas, et pas du tout, de Siam du Bartas, qui est aussi par Jean. Donc voilà, Cathy, elle a acquis ce cheval, elle en avait plusieurs, et elle m'a proposé, vu que j'avais déjà valorisé des chevaux à elle, de le prendre à la fin de ses 5 ans pour le valoriser. Au début, on a fait le circuit SHF à 6 ans, où il a été élite en fin d'année à Uzès. Et puis par la suite, on a fait le top 7, donc c'est le circuit réservé aux chevaux de 7 ans, sur toute l'année, avec 1 étoile, et qui s'est clôturé par 120 km à Montpazier. Il finit pareil sur le classement 4e, donc voilà, c'est vraiment sur l'année de ses 7 ans et sur sa première 120 qu'on s'est dit il y a quand même vraiment un bon cheval, très bon métabolique. Il a demandé du travail parce que dans sa locomotion tout n'était pas forcément inné, mais par contre le métabolisme il avait, et quand les chevaux ils arrivent de 120 et que leur temps de récupération cardiaque est équivalent aux boucles d'avant, c'est quand même pour ensuite la suite et faire 160 assez encourageant. Ok. Ouais. Quand tu dis qu'il y avait des choses qui n'étaient pas innées dans sa locomotion, qu'est-ce que tu veux dire ? Dans son déplacement, il avait tendance à être un peu orienté, voire très fort vers le bas à s'appuyer, donc il fallait un petit peu le redresser, le faire s'asseoir. Et après, dans ses trottings, il billarde, mais seulement d'un antérieur, donc c'est assez particulier, et ça a demandé de le travailler et d'avoir quelques petits réglages pour qu'il soit comme on voulait qu'il soit, et du coup sur la longue distance dans un mouvement un peu plus économique que ce qu'il était au début. Ok, je comprends.
Et j'ai vu que vous avez fait des super places, notamment vous avez été premier à Montcuq en 2019 sur la 2x90, quatrième à Montpazy en 2020 sur la 160, sixième à Fontainebleau en 2022 aussi sur la 160. Enfin, super parcours. À 8 ans, à Montcuq, l'objectif, c'était pas nécessairement de gagner. J'y allais parce que ça tombait bien en date. Donc voilà, j'avais dit. Puis Montcuq, c'est toujours une belle échéance, surtout quand il fait beau. Hélas, en 2019, ça n'avait pas du tout été le cas. La météo, elle était démentielle. Et donc le premier jour, plutôt tranquille. Et le deuxième, le cheval, il était vraiment comme neuf. Donc bon, on a suivi le groupe de devant. Au bout, lui, il a fait un temps de récupération vraiment très court, ce qui a fait que je suis sortie par l'avant du groupe que j'étais et j'étais derrière le groupe de tête. Donc quand on repart de là-bas, il y a une grosse côte et je dis je vais essayer de recoller sur la deuxième étape qui est très longue et très dure au groupe de tête. Et vraiment, on était entre les pins, il y avait du vent, mais je me disais, mais c'est improbable. Même moi, à cheval, je ressentais vraiment la tempête fort. Il pleuvait énormément. Le matin, pour aller jusqu'au site, on avait eu des arbres sur la route. Enfin, c'était un peu tempête. Et Winnie, parmi tous ces éléments qui se déchaînaient, il fait toujours le taf. Il est toujours... c'est pas un cheval hyper expressif, c'est pas un cheval très très nerveux, mais par contre il est toujours hyper régulier, il fait le boulot, fidèle à lui-même. C'est le bon guerrier quoi. Ouais, exactement, le bon guerrier. Et donc c'est mes assistants sur la dernière boucle parce qu'à Montcuq, le second jour, on repart tous ensemble. Donc, vu que le premier jour, j'avais pas forcément couru pour la gagne, je m'étais pas rendu compte des écarts, j'avais pas fait de calcul savant pour savoir où j'en étais par rapport aux autres et calculer le temps de différence qu'il fallait pour que je puisse gagner les 2 jours. Et donc, c'est mes assistants qui m'ont dit, là, Clémentine, si tu mets un petit coup, tu vas gagner le second jour, mais également la course. Donc voilà, quand on arrive dans Montcuq avec les spectateurs, etc., c'est vraiment des beaux souvenirs. Et puis après, les 2 autres belles 160 que vous avez citées, Montpazy, c'était support des championnats de France, donc je finis vice-championne de France. Et puis après, à Fontainebleau également. Donc voilà, maintenant il manquerait un titre de championne de France, peut-être avec Winnie, mais... Trop bien, il n'y a plus qu'à alors. Oui. Tout prédisposé du coup à aller au championnat du monde. Il devait avoir lieu, je crois, à Pise initialement, et du coup ça a été décalé. L'échéance 2022, donc c'était les championnats du monde, ça devait avoir lieu en effet en Italie, mais c'était à Vérone. Ah oui, à Vérone. La longue liste avait été posée et puis vraiment au dernier moment, les championnats ont été annulés. Ça a quand même été un coup dur pour la discipline parce que c'est la plus haute échéance qu'on peut espérer pour les chevaux. Enfin, je sais que lors de l'annulation, on était à Florac et puis il y avait des cavaliers qui étaient sur la longue liste, qui espéraient courir Vérone et qui sinon on s'était dit, s'ils n'y avaient pas été, ils auraient par exemple été à Florac. Et là, on était à Florac et on apprenait en même temps que les chevaux ne pourraient pas aller à Vérone parce que le championnat était annulé. Donc un peu un coup dur. L'organisation a été reprise par du coup les Émirats Arabes Unis. Peut-être c'était aussi les seuls qui pouvaient reprendre en si peu de temps une aussi grosse organisation. Toujours est-il que pour moi, ça a plutôt fait mon affaire parce que en amont de Vérone, j'étais pas sur la longue liste parce que j'avais pas refait 160 avec Winnie. Et à l'issue de Fontainebleau, du coup, il y a eu le staff France a regroupé tous les chevaux, y compris ceux de Fontainebleau, pour se présenter à un stage d'entraînement et de sélection à Barbas. Donc ça, c'était le 13 janvier. Et c'est à l'issue de ce stage que les 6 cavaliers de l'équipe ont été annoncés. D'accord. Parce que 13 janvier, je crois que c'était fin février le championnat du monde. Oui. Ça veut dire qu'il y avait quand même plein de chevaux qui étaient prêts à courir 160 km. Et seulement 6 qui sont allés au championnat du monde, mais les timings étaient super courts finalement. Les timings, ils étaient courts. Après, on avait eu l'annonce de ce stage bien en amont, de façon à s'organiser, aussi en tant que cavalier à se positionner pour savoir si on souhaitait y aller ou non. Mais c'est vrai que c'est un stage qui regroupait beaucoup de bons chevaux, beaucoup de bons cavaliers. Et en France, il y a vraiment énormément de niveaux, tant par les athlètes... les chevaux que par les humains et c'est toujours quand même des bons moments
où on apprend plein de choses. Voilà, à faire le boulot avec d'autres cavaliers, c'est quand même hyper enrichissant. Moi, c'est ce que je me dis. Je me suis dit, bien sûr que j'ai envie d'aller en équipe de France, mais au-delà de ça, dans tous les cas, c'est une bonne expérience d'avoir fait ce stage. Et ça permettait, si on le souhaitait, d'aller par exemple sur des échéances comme Fontainebleau, qui était quand même un mois plus tard, mais un mois plus tard du championnat. Oui. Mais, voilà. Donc vous êtes sélectionnée et là c'est trop bien. Oui. Du coup tu prépares avec le petit loulou la course. Comment est-ce que ça se prépare un championnat du monde et un aussi gros voyage du coup? La course en termes d'entraînement, j'ai pas forcément enfin ça se prépare un peu comme une autre course, j'ai pas forcément mis en place de dispositif très particulier. Nous ici à Artagnan, on n'a pas pour habitude de beaucoup galoper les chevaux parce qu'on n'est pas équipé d'une piste de galop. Par contre, on n'est pas très loin de l'hippodrome de Pau qui offre pas mal de possibilités, donc c'est vrai que j'y suis allée peut-être un peu plus fréquemment galoper que si j'avais préparé une course en Europe. Néanmoins, ce qui était vraiment primordial, c'était de gérer le poids de forme du cheval et puis d'anticiper, comme vous dites, ce long trajet, voilà, de le mettre vraiment en condition pour encaisser ce trajet. Et puis à côté de ça, il y a toute la partie logistique qui est très très présente pour un aussi gros voyage, que ça soit pour les chevaux en termes de vaccination, de contrôle sanitaire et de tests, que pour le cavalier et aussi les assistants, voilà, les passeports, réserver les billets d'avion, etc. Et là, c'est très dur d'être en équipe de France. Par contre, quand on y est, ça présente quand même beaucoup d'avantages, et notamment celui-là, le fait d'être entouré par la fédération et accompagné dans tout ce qui est organisation du départ, du voyage, voilà. Donc ça, organiser ce voyage, ça m'a pris quand même du temps et pas mal d'énergie, au-delà de l'entraînement de Winnie. En plus, on avait fait un bon boulot en janvier, donc voilà, on est parti bien une semaine avant la course. Les choses, les choses après, elles ont assez roulé, on va dire, vu qu'en plus il avait couru en octobre, donc il avait une course dans les pattes assez fraîche. Voilà, il était vraiment en forme et ça c'était assez facile du coup à gérer en termes d'entraînement. Ok, trop bien. C'était plus du coup d'aller jusqu'à Aboutib qui était difficile. Le transport, oui, ça demandait de l'organisation, et puis on savait qu'un voyage comme ça, avec en plus le fait de mettre les chevaux dans l'avion, on savait que ça faisait partie intégrante de la course. Le vol aller, la quarantaine là-bas, la chaleur, etc., mais aussi le vol retour. On savait que c'était, nous, une contrainte peut-être supplémentaire par rapport à des chevaux qui étaient déjà sur place. C'était de gérer l'aller, c'était une chose, pour mettre les chevaux dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent fournir l'effort. Mais il fallait aussi qu'après l'effort, ils soient OK pour que tous les voyants soient ouverts pour voyager le retour. Donc en fait, on s'est organisé. Moi, je suis partie d'ici le 15 février. Je suis allée jusqu'à chez Philippe Thomas, qui est également dans l'équipe. On a covoituré, on est monté à Chantilly, on a fait un stop où tous les 6 chevaux se sont regroupés, pour que c'est quand même des chevaux les chevaux, c'est des animaux de groupe, ils aiment être ensemble, donc pour qu'ils s'habituent les uns aux autres. C'est aussi une expérience humaine d'équipe, donc pour que nous aussi on puisse, comme les chevaux, s'habituer les uns aux autres et voilà, prendre un peu nos marques. Donc on a fait 2 jours à peu près à Chantilly pour les sortir, faire les derniers réglages, les malles, voir qu'on avait tout le matériel nécessaire, et à la fois il y avait des contraintes de poids pour l'avion, donc c'était un peu le Tetris. Et une fois qu'on a fait ça, c'est l'écurie qui nous accueillait à Chantilly, la STH, nous a proposé de voyager les chevaux tous ensemble dans un camion jusqu'à l'aéroport d'Amsterdam. Et là, donc le 18, on a chargé les chevaux par 3 dans les petites caisses. Oui, c'est incroyable ça. Voilà, c'est vraiment des moments, moi j'avais jamais fait, qui... on voit notre cheval qui est notre... c'est nos camarades de vie, on va dire. On les met dans l'avion, puis là, on a pu, sur toutes les parties de l'entraînement, on a la main sur ce qui se passe, l'alimentation, les soins, etc. Là, on ne répond plus de rien, on les confie. Après, on avait quand même la chance que notre vétérinaire de l'équipe de France, donc Christophe Pellissier, accompagnait les chevaux dans l'avion, et il a vraiment été super. Il nous envoyait souvent des vidéos, nous donnait des nouvelles sur le timing, où ils en étaient.
Et je pense que tout ça réuni a fait que voilà, les chevaux, ils ont bien voyagé. Mais c'est vrai que c'est des moments toujours assez inquiétants. Puis les vols, ils avaient un peu de retard. Donc entre-temps, on stressait un peu. Les chevaux, il n'y avait pas de box, pas assez de box sur place pour qu'on puisse les descendre. Donc en attendant, ils étaient dans le camion. Enfin voilà, C'était des moments un peu stressants, mais maintenant, a posteriori, ça fait vraiment partie de la course et du voyage. Bien sûr. Et on a vu que nos chevaux, ils avaient bien voyagé parce que les 6 chevaux, quand on est arrivé à la quarantaine à Boutib, donc sur place, c'est nos assistants qui les ont réceptionnés. Nous, du coup, comme on les avait chargés à l'aéroport, c'était impossible d'être à la fois au départ et à l'arrivée des chevaux. Donc c'est nos assistants qui s'en sont occupés. Et quand on est arrivé le dimanche pour les retrouver, les chevaux avaient quand même vraiment bien voyagé. Tous les signes étaient plutôt au vert. Donc la semaine de quarantaine, à une semaine de la course, on était plutôt dans des bonnes dispositions. Donc voilà, c'était important ce voyage aller et le retour, ça s'est profilé un peu de la même façon. On a essayé de mettre le plus possible les chevaux dans le confort, mais le voyage faisait vraiment partie de la course pour le coup. Oui, bien sûr, surtout avec autant de kilomètres et autant d'interfaces de voyage, quoi. Voilà, c'est ça. Et de responsabilité, et c'était un moment important. Et du coup, pendant cette semaine de quarantaine, qu'est-ce que vous avez fait ? J'imagine que vous avez préparé la course, vous êtes allé sur les pistes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, non, du coup, pas sur les pistes si c'était une quarantaine, avec les chevaux. Avec les chevaux, on restait sur une piste de quarantaine qui était tracée, qui était assez bien, plutôt bonne au pied, assez intéressante à monter. Et après, on a reconnu, soit avec un membre du staff, soit que entre cavaliers, donc nous 6, les pistes de Boutib. On faisait à peu près 2 boucles par jour et voilà, on descendait régulièrement pour voir la profondeur de la piste. C'est là aussi qu'on s'est rendu compte que ils avaient quand même beaucoup retravaillé les pistes parce que moi j'y étais allée en décembre pour reconnaître et là 2 mois après c'était quand même tout à fait différent. On voyait qu'avec les engins ils avaient parfois enlevé du sable, enfin travaillé même le profil des pistes. Donc c'était important qu'on se rende compte. Puis après la semaine elle s'est organisée, on a eu beaucoup de chance parce qu'on avait une super équipe d'assistants, 6 assistants sur place qui du coup c'était nos binômes pour s'occuper des chevaux. Quand eux y étaient, nous en gros on n'y était pas. Enfin voilà, il y avait vraiment une bonne organisation entre nous et puis après des sorties pour monter les chevaux. Soit 2 fois par jour, une sortie le matin, une sortie l'après-midi. Ça, c'est l'organisateur qui nous donnait les heures de sortie pour la piste de quarantaine suivant le pays qu'on était. Et donc une sortie ou 2 par jour, on essayait de définir entre cavaliers en amont ce qu'on attendait de la sortie et ce qu'on voulait faire. C'est pas forcément quelque chose de facile parce que c'est quand même une discipline qu'on pratique habituellement en individuel. Et là, on est 6, il faut qu'on fasse groupe, il faut qu'on fasse équipe, qu'on prenne des décisions ensemble. 6 cavaliers différents, des façons de faire différentes, mais aussi 6 chevaux différents qui sont pas forcément, qui travaillent pas forcément de la même façon, des chevaux un peu plus délicats. Enfin voilà, le but était vraiment toujours qu'on puisse se mettre tous dans le confort et d'essayer de communiquer pour que tous les chevaux fonctionnent à leur aise et que le jour J, on arrive jusqu'à samedi, le jour J de la course dans de bonnes conditions. Après, Boutib, la particularité, c'était que les logements étaient, sauf pour les grooms qui avaient un logement sur place, mais sinon les logements étaient assez éloignés, on était à 45 minutes, donc voilà, ça implique de prendre en compte ce temps de trajet dans toute l'organisation de la journée. Un peu de décalage horaire aussi pour les cavaliers, donc parfois des petits moments de fatigue. Donc ça, c'est vrai qu'on essayait d'être organisé de façon à ce que ça puisse convenir à tous les rythmes de vie de tout le monde. Et on a eu vraiment énormément de chance à la fois d'être encadré par un staff hyper investi, que ça soit Christophe, je l'ai dit, pour le voyage, mais après sur place, Jérémy, le maréchal Ferrand et Jean-Mi, tous les matins, ils allaient chercher de la luzerne fraîche pour les chevaux. Enfin, il y avait vraiment l'envie de tout le monde de faire au mieux, principalement pour les chevaux, mais aussi pour les cavaliers, qu'on soit dans le confort. Et les assistants hyper dévoués, hyper présents, toujours de bonne humeur, alors qu'eux, ils étaient dans des logements un peu spartiates. D'accord. Donc voilà. Il y avait tout de réuni pour faire une super course, quoi. Oui, vraiment. Ok. Vraiment, ça c'était
C'était vraiment, après pour faire la super course, on avait quand même des petites interrogations, des doutes sur que vont faire les autres, qu'est-ce que nous on est en mesure de faire. Bon, ça on savait à peu près parce que voilà, il y avait quand même, les chevaux avaient fait le transport, sur place il faisait très chaud et toute la semaine en amont de la course, les températures ne faisaient que monter jusqu'à ce que le samedi ça soit le jour le plus chaud et du coup on savait que ça serait pas facile et du coup les objectifs de course, on a vraiment essayé de les définir ensemble par rapport à ce qu'on savait des chevaux, à ce qu'on savait de comment en principe ça se passe une course dans le désert et du coup de définir ensemble ce qu'on voulait faire et surtout de fixer des objectifs raisonnables auxquels on se tienne parce qu'on sait que c'est d'être tous convaincus de ce qu'on voulait faire, que c'était la bonne chose à faire. Okay. Donc ça a demandé de réfléchir. Ouais, voilà, exactement. Mais en fait, on a fait beaucoup de concertations tout au long de la semaine pour trouver les bonnes stratégies. On savait aussi que le groupe ferait la force parce que ça peut être des courses un peu lassantes pour les chevaux et puis parce que c'est aussi important qu'ils puissent travailler ensemble, se prendre des relais, etc. Et donc on savait que nous, pour le coup, la Nation France, on peut s'appuyer sur ça. On avait 6 chevaux, un remplaçant, donc le jour de la course, uniquement 5, mais on savait qu'ils étaient à niveau à peu près égaux et qu'on pouvait travailler ensemble. Ok. Et du coup, quels étaient les objectifs que vous aviez fixés avant le départ ? Du coup, avant le départ, on avait vraiment l'objectif de médaille par équipe. Pas d'objectif individuel parce qu'on savait qu'avec les nations fortes et habituées à travailler là-bas, telles que le Bahreïn ou les UAE, les Espagnols qui avaient voyagé leurs chevaux 2 mois avant, etc., ça serait quand même difficile de rivaliser en individuel. Les chevaux avaient été aussi fait en sorte de tout mettre en lien pour qu'on puisse atteindre à une médaille par équipe. Et donc ça, c'était vraiment l'objectif phare. Et pour l'atteindre, on s'était dit que tourner entre 16 et 17 km/h de moyenne générale, ça nous paraissait quelque chose de propre qui pouvait nous donner accès à une médaille collective et qui pouvait surtout nous assurer que les chevaux le feraient bien parce qu'on savait qu'ils avaient tous fait plus en Europe sur une distance équivalente. Et du coup, voilà, on se disait que c'était un objectif atteignable qui nous permettrait aussi de réajuster et après de mettre les chevaux, de pas griller toutes nos chances dès le début et du coup d'après permettre de finir propre et frais pour s'assurer le voyage retour aussi en Europe. Trop bien. Et du coup, le jour J, comment ça se passe ? Il faisait très chaud, tu dis ? À peu près, il faisait combien de degrés ? Je sais plus exactement, mais je crois qu'il faisait à peu près 32 et vraiment, du coup on est dans le désert donc il n'y a pas d'ombre, ça déjà c'est à prendre en compte. On a eu de la chance parce que le jour J il y avait de l'air et un peu de vent tout au long de la course, juste un moment sur la boucle bleue on est arrivé entre les dunes et là du coup le dénivelé des dunes faisait que ça a bloqué l'air et on s'est dit ok là il faut transitionner, il faut ralentir parce que on étouffait et on le sentait à cheval. Moi j'ai une amie sur la piste qui m'a dit ah la Clémentine t'es vraiment toute rouge. J'ai dit non ça va, elle a dit si t'es très très rouge et en fait arrivé au vet on s'est tous regardés, on n'était pas en insolation mais on commençait tous à vraiment prendre des couleurs et il faisait chaud et on le ressentait aussi quand même à l'effort des chevaux dès qu'on repartait des points malgré qu'on les arrosait. Donc les points, on n'était pas souvent aux UAE, les chevaux sont suivis pratiquement tout le long de la course et rafraîchis tout du long. Là, les points d'assistance, ils étaient matérialisés où il y avait un drapeau de départ et un drapeau d'arrivée. Entre-temps, on pouvait les arroser très très fort, mais il n'y avait pas tout le temps les voitures qui nous suivaient. Et du coup, même si on rafraîchissait avec les assistants qui couraient partout sur les 100 mètres accordés pour faire le point d'assistance. Quand on repartait, les chevaux ils réchauffaient très très vite, on le sentait à l'encolure. Donc c'était des conditions pas faciles. Et après, le jour J, c'est toujours assez fou de prendre un départ de championnat, même si la réalité c'est qu'on n'a pas vu grand chose parce qu'on souhaitait vraiment rester un peu caché, protégé aussi de l'excitation certains chevaux qui pouvaient être un peu plus tendus que d'autres. Alors moi pour le coup le mien c'est pas forcément le cas, c'est pas un cheval très très excité, mais du coup on s'en est aussi servi pour caler les autres derrière et c'est Winnie qui a fait le départ pour l'équipe de France. Donc je me suis mis devant en
essayant d'ajuster le galop pour que ça puisse convenir à mes camarades derrière. Et donc on est parti sur la grande ligne droite de Boutib. Voilà, bon, les premiers étaient déjà loin devant, mais nous on est parti en sachant vraiment ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire, et en essayant d'être très concentré sur le ressenti qu'on pouvait avoir sur les chevaux, parce que c'est le genre d'endroit et de course où on ne peut pas se permettre de se rendre compte trop tard que le cheval arrive un peu dans le dur. Donc, bien sûr. Voilà. Il fallait aussi du coup que les cavaliers soient en mesure de continuer la course, parce que tu dis que vous étiez rouge, mais il fallait pas que vous soyez fassiez une syncope ou j'en sais rien. Oui, après c'est sûr que les conditions climatiques, on s'y était quand même... Enfin, on s'y était pas préparé, mais on est tous cavaliers, donc on a quand même normalement une bonne condition physique. Et après, on tenait de vraiment bien s'hydrater. Le fait que sur ce championnat, on était très encadré, par exemple, quand on était à l'aire de repos, il y avait du monde et des personnes très compétentes autour des chevaux, ce qui fait que les cavaliers pouvaient se permettre de prendre du temps pour eux, se rafraîchir et s'assurer que nous aussi, on soit OK pour le redépart sur la boucle. Ok. Et du coup, comment tu as senti ton cheval sur l'épreuve ? Mon cheval, je l'ai senti fidèle à lui-même. La semaine avant la course, donc on a fait Christophe a fait des relevés sanguins pour voir un peu où en étaient les chevaux, et puis pour voir ce que disaient les prises de sang aussi, de comment ils avaient vécu le voyage. Winnie, tout était vraiment super, mais ça reste les chevaux. Le jour de la course, il a fait des réexamens un peu hauts, ce qui lui ressemble pas du tout. Et du coup, j'ai préféré, à l'avant-dernière boucle, j'ai vu avec le staff, j'ai dit, moi, je pense qu'il vaut mieux que je reste un peu plus derrière du groupe, même si j'étais rentrée au vet en même temps, en leur disant, je pense qu'il vaut mieux que je reste derrière. Si jamais ça casse devant, ça permettra peut-être de s'assurer quand même une médaille. Et donc voilà, j'ai fait mon train avec d'autres Européens. Il était sur la piste, il était vraiment en forme. C'est juste cette petite alerte sur les réexamens un peu hauts qui nous ont fait penser, on le connaît quand même bien, que c'était pas non plus son jour où il était le mieux. Et après, sur la dernière étape, quand je suis repartie, j'avais la sangle cardio, je le sentais vraiment bien, je surveillais quand même les fréquences, mais il était en forme, il y avait le soleil couchant, j'ai dit, allez, on galope un peu. Et puis les autres cavaliers devant savaient que j'étais pas non plus très très loin, donc eux, ils ont un peu temporisé pour qu'on puisse du coup se regrouper et arriver ensemble. Vous faites une dernière boucle à 19 de moyenne, je crois, quand même, c'est pas mal. Enfin, oui, sur une distance comme ça. Oui, c'est propre. Après, il n'y avait pas trop d'intérêt d'aller plus vite non plus, parce qu'on savait dès le début qu'en partant comme ça, après, il y aurait certainement plus rien à jouer. Voilà, c'était... Nous, vraiment, ce qu'on visait, c'était la médaille par équipe. Et là, la dernière boucle, le but, c'était juste de kiffer avec nos chevaux, qui étaient tous vraiment en pleine forme. Et donc voilà, oui, franchement, c'est une course un peu à l'européenne, propre. Je pense que les objectifs de l'équipe de France ne seront pas forcément les mêmes sur toutes les échéances. Mais Boutib, c'était un championnat particulier. Il a été annoncé tard. Il est en tout début de saison, donc nous quand même c'était vraiment l'hiver ici, même si on a eu un hiver hyper doux j'ai fait une séance de galop à Pau, il faisait presque 20 degrés, c'était inespéré, mais bon, c'est un peu bizarre, mais c'était pour le coup très bien pour préparer. Mais donc voilà, il y avait plein de petits détails comme ça à prendre en compte, et on savait qu'il n'y avait pas forcément, au pire en individuel, même si on était allé un peu plus haut, on rentrait dans le top 10, mais on rentrait pas ni dans le top 5 ni sur le podium. Donc ça sera, je pense, différent pour les championnats d'Europe à venir, mais là, voilà, on était hyper contents de cette médaille d'argent, et puis c'était un peu le résultat de 6 chevaux qualiteux, de 6 cavaliers qui ont essayé de tout faire au mieux ensemble, en trouvant parfois des compromis, parfois des solutions ensemble, et puis aussi de la fédé et du staff, ce qu'ils mettent en œuvre pour que l'équipe de France puisse se réaliser, et cette médaille d'argent, c'est quand même une bonne réalisation. Ouais. L'objectif était réussi, l'objectif que vous étiez fixé avant, c'était... Voilà, vous avez réussi, quoi. Voilà, le contrat est rempli, l'objectif est atteint. Maintenant, il faut
Faut pas se reposer sur les lauriers. Il y a d'autres échéances qui arrivent. Les chevaux, ils sont rentrés en forme. Donc, je pense que les 6, on les reverra cette année sur des championnats ou ailleurs. Il y a aussi en 2024 l'échéance à Montpazier, donc les championnats du monde en France. Et la fédération est assez tournée aussi vers cet événement-là. Ils nous le répètent. Donc bon, voilà, ça sera l'année des JO, mais aussi pour nous, dans notre discipline, des championnats du monde d'endurance. Donc ça ne sera pas à louper. Ok. Et du coup, quel objectif tu as avec Winarus pour bientôt, dans le plus ou moins long terme? Alors Winnie, là, il est encore au pré. On l'a mis dans l'herbe et avec sa copine qui a couru à Lula. Et pour l'instant, on va encore pousser un peu le repos parce que même s'il est dans un très bel état et que tout va bien, je pense que ça a quand même marqué les chevaux, ce transport, cette course. Mon objectif, ça serait, si j'y suis conviée, participer au stage de cet été pour Ermelot. Je n'ai pas forcément la volonté de le faire recourir d'ici là. Participer au stage parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, ça fait vraiment partie des moments forts et de ce qui va me faire progresser en tant que cavalière, de ce qui va aussi faire progresser mon cheval. C'est l'opportunité de prendre des infos du maréchal, donc de Jérémy Jecker, de checker le cheval avec le veto. Enfin voilà, c'est quand même des belles opportunités pour les chevaux et pour les cavaliers. Et puis après, derrière, de recourir 160, j'ai pas encore vu avec Cathy, la propriétaire, pour ce qu'on tramait avec Winnie, mais voilà, ça serait de refaire une belle course en fin d'année et puis après on verra pour l'année prochaine à Montpazier. D'accord. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué au championnat du monde que tu voudrais nous partager? Un truc bien ou peut-être moins bien, j'en sais rien. Moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est l'investissement et le groupe France avec notamment, je le disais tout à l'heure, mais avec des assistants. C'est vrai que voilà, c'est une aventure humaine assez forte que j'avais peut-être un peu sous-estimée au départ. Je suis sortie de là, c'était fatigant en fait d'être toujours ensemble, mais c'est vraiment des beaux souvenirs. Et après, au-delà de ça, un bon moment, c'est de repartir sur la dernière étape et de se dire que là, on est plus qu'à 20 km de finir les championnats du monde. Mes premiers championnats du monde, ma première sélection en équipe de France. Et soleil couchant, voilà, le cheval en forme, ça c'est des bonnes sensations. Ouais. Surtout que vous avez été 44 à finir sur plus de 100 partants. Ça fait genre énormément d'éliminés. J'ai calculé 64% d'éliminés. Enfin, il y a eu beaucoup de casse, quoi. Il y a eu de la casse et pour autant les pistes et les conditions étaient, je pense, moins dures que ce à quoi on s'attendait. Boutip, c'est vraiment un désert qui peut être très profond par endroits. Là, ils avaient un petit peu retravaillé les pistes. Mais c'est vrai que le groupe veto aussi était très exigeant et vigilant à la santé des chevaux. Chose qui est bien, mais qui du coup explique peut-être ce pourcentage d'éliminés assez important. Ok. Donc c'était une belle performance que de finir déjà. Oui, c'était une belle performance de finir. Souvent on dit finir c'est gagner. Bon, là clairement c'est pas gagné. On est compétiteur, on sait quand c'est gagné et on sait quand c'est pas gagné. Mais pour autant c'était important pour nous de finir et c'était l'objectif de base. Donc trop bien. Avec la médaille collective à la clé. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu d'Alula? Parce que ça a l'air incroyable cette course. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots pour ça? Donc Alula, c'est en Arabie Saoudite. Moi, c'est la deuxième fois que j'y vais. L'année dernière, j'y étais allée avec la même jument, avec Doha d'Artagnan, qui est une fille de sa deux pères. C'est une anglo de l'élevage d'Artagnan. Et c'est quand j'ai su que j'allais être invitée cette année pour y aller, j'étais hyper heureuse parce que c'est un endroit assez magique où même en étant sur le site depuis les box de quarantaine, on est vraiment au milieu d'un désert assez rocailleux. C'est un peu la continuité du Wadi Rum de Jordanie et c'est assez magique comme endroit. C'est en plein développement touristique et c'est un endroit où ce développement touristique passe aussi par les chevaux et le sport. Et du coup, je trouve que c'est quand même assez intéressant. C'est pas dans tous les pays et c'est pas le cas partout. Par exemple, quand on est dans la ville d'Alula, il y a des affiches sur l'endurance d'Alula avec les cavaliers, etc. Donc c'est un endroit où ils placent l'endurance un peu en faire-valoir. Enfin voilà, c'est vraiment mis en avant et c'est une très belle course avec des paysages incroyables et c'était
une grande chance et beaucoup de plaisir de recourir là-bas. Juste au niveau timing, c'était 1 semaine après C'est ce que j'allais Bout Team. dire. Donc l'organisation était un peu... ça s'est vraiment enchaîné. Ça a fait que nous, on a dû un peu sous-traiter à la fois en parallèle le départ de Doha pour l'étranger et le retour de Winnie en Europe. Mais bon, ça s'est bien fait, ça s'est bien organisé et les chevaux sont maintenant en forme au paddock ensemble, ça va. Ok. Et du coup, la course avec Doha s'est bien passée aussi, je crois. Oui, la course, elle s'est bien passée. L'année dernière, on était rentrés dans le top 10. Cette année, il y avait un petit peu plus de niveau. Puis nous, n'étant pas là les 2 semaines en amont du départ et de la course, on a préféré tabler sur des vitesses un peu moindres et faire une mise en place très très calme. Et il faisait très très chaud. L'année dernière, la course, elle était fin janvier et par exemple, la nuit, les températures descendaient beaucoup. Là, cette année, on sentait vraiment la chaleur. Donc voilà, on a fait la course plutôt tranquille, mais c'était hyper agréable. Ok. Et à Lula, il y a l'air d'y avoir beaucoup d'argent dans cette organisation. Et les championnats du monde aussi sont presque pas équivalents, mais on dirait que c'est des courses, en tout cas, qui ont autant de moyens. Est-ce que tu trouves des différences, toi, dans l'organisation de ces 2 courses ? Dans le standing, à Lula, ils commencent à avoir quand même vraiment l'habitude d'organiser, donc on sent que c'est assez rodé. C'est ce qui est assez agréable quand on vient de l'étranger et que déjà on a eu à gérer pas mal de péripéties en termes de paperasse, etc. Et Boutib avait moins l'habitude d'organiser, en tout cas des 160, mais ça s'est pas forcément ressenti parce que c'est des pays où ils déploient quand même beaucoup de moyens pour l'endurance et pour mettre en œuvre des sites de course et des parcours où tout est réuni. Enfin voilà, par exemple à Boutib, la dernière boucle, elle était entièrement éclairée au sol, donc wow. c'est des investissements et puis même tout le travail qu'ils ont fait sur les pistes, c'est assez remarquable et à Lula pareil. Enfin, j'ai pas forcément senti de différence. C'est 2 pays où on sent que l'endurance c'est important pour eux, avec des primes à la clé et du coup l'endurance dans le système économique un peu pas bancal mais inexistant en fait. C'est quand même bienvenu d'avoir l'opportunité de participer à des courses où derrière on sait que peut-être on retombera sur ses pieds. Et c'est valorisant pour soi, pour les chevaux, pour le travail qu'on fait aussi tous les jours pour arriver à ces objectifs. Quoi. Exactement. Ok, très bien. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui te semble hyper important comme qualité pour un cheval qui va aller à haut niveau en endurance ? Le cheval parfait pour aller à haut niveau en endurance, il aurait un beau déplacement avec surtout un bon trotting parce que quand même on passe régulièrement devant les vétos, donc un cheval qui laisse pas de doute au trotting, c'est l'idéal. Un très bon cœur, c'est important pour les vitesses libres où le chrono il s'arrête quand on passe le contrôle. Un très bon cœur et puis quand même un bon mental parce que les chevaux ils sont obligés de fournir un effort où il vaut mieux qu'ils aiment ça et qu'ils soient ok pour le faire. Donc je pense que c'est ces 3 qualités-là qui en font des bons chevaux. Et puis après, face aux bons chevaux, il faut aussi mettre des bons cavaliers qui sauront prendre le temps parce que le jour J, c'est une épreuve de longue distance, mais en amont, je pense que c'est quand même une discipline où il faut savoir prendre le temps et former les chevaux, les laisser venir et puis petit à petit empiler les briques pour faire quelque chose de solide. Donc un cavalier qui sache écouter, comprendre et puis après le jour J aussi bien gérer l'effort des chevaux. Ok. Qu'est-ce qui pour toi est le plus difficile à faire, à atteindre dans la formation d'un cheval qui va aller jusqu'au haut niveau ? Ce qui me semble le plus important à mettre en œuvre, c'est que le cheval il vive bien toutes les étapes en amont de la course, que ça soit la préparation, mais aussi le voyage. Après, on sait que souvent on les laisse en boxe la veille de course, donc il faut pas qu'il perde d'énergie dans tous ces temps en amont de la course pour que le matin, quand le top chrono il est donné, il soit à 100% de ses qualités et qu'après il soit capable de prendre soin de lui. Bon, ça c'est plus ou moins inné suivant les chevaux, mais sinon ça fait aussi partie de l'éducation et de prendre le temps avec les chevaux, ça permet, je pense, d'enseigner ça et de
faut qu'ils vivent bien le truc. Nous, c'est notre plaisir, mais il faut que eux, ils vivent bien l'effort et qu'on les mette dans des bonnes conditions. Par exemple, un cheval qui va pas arriver dans un bon état de finesse sur une course, peut-être qu'à un moment, il va ralentir ou même caler. Et dans ce cas-là, il faut un peu se remettre en question. C'est pas toujours le cas, mais des fois, c'est aussi qu'on n'avait pas assez préparé l'effort. Bien sûr. Du coup, tu préférais un cheval froid qu'un cheval un peu exubérant, par exemple ? Exubérant, c'est sûr, je pense que ça va pas avec la discipline, même si voilà, on peut toujours s'en sortir. Après, moi, j'aime bien les chevaux qui ont beaucoup d'influx, voilà. Et de l'expérience que j'ai maintenant, notamment avec Winnie, les chevaux froids, c'est parfois sur l'instant T pas ceux qui vont donner le plus de sensations dans leur déplacement, mais c'est parfois aussi ceux qui font jusqu'au bout des 160 km et qui vont savoir prendre soin d'eux et se poser au bon moment, se régénérer. Voilà. Ok. Est-ce que pour toi la génétique c'est hyper important dans la construction d'un cheval d'endurance qui va performer ? Alors moi je suis pas éleveuse et j'ai pas forcément de grandes connaissances en génétique, mais pour autant oui il y a des certaines origines qui on constate que souvent il y a des prédispositions qui sont peut-être données par le papier et par la lignée paternelle, la lignée maternelle. Pour moi ça fait pas tout, mais bon c'est vrai que maintenant on peut constater qu'il y a des origines qui fonctionnent plus que d'autres, voilà. Ok. Je crois que tu voulais parler de l'équipe de France un peu. En fait, c'était surtout de dire tout le fonctionnement. Là, l'équipe de France, c'est un peu ce qui sort du lot et du chapeau, ce dont on parle. En amont, tous les hivers, il y a des stages de rassemblement où, en gros, qui sont quand même assez ouverts parce que si on fait une performance sur 160, on peut y prétendre. Et du coup, on a eu l'intervention d'Andy Booth, on a eu l'intervention... C'est génial. Ouais. Pourquoi il a intervenu, lui En fait, c'est le sélectionneur, c'est Jean-Mi qui souhaitait le faire intervenir pour apporter un peu une plus-value aux cavaliers dans leur approche des chevaux et de la discipline et de comment la pratiquer aussi dans l'éducation des chevaux. Et tout ça pour dire que du coup, l'équipe de France, dans sa globalité, permet quand même d'avoir une progression des cavaliers au plus haut niveau. Et moi, je pense que c'est surtout une bonne plans, dynamique. Quoi. Ouais, voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qu'il évolue dans la discipline aujourd'hui ? Je pense qu'on aurait tout intérêt à réfléchir ensemble à développer un système économique qui soit intéressant pour tous les niveaux de la chaîne, on va dire, que ça soit du naisseur, l'éleveur, après les cavaliers, les propriétaires, pour pouvoir faire perdurer la discipline, peut-être au-delà de uniquement la commercialisation des chevaux. Ça serait quelque chose, je pense, à réfléchir, mais j'ai pas la solution, mais à réfléchir ensemble. Et puis ensuite, moi, Hervé en a parlé dans son dernier interview, mais c'est vrai qu'on va être confronté à des restrictions liées notamment à l'eau et à l'utilisation de l'espace d'une façon générale. Et nous, il faudra à ce moment-là qu'on soit vigilant à notre pratique et puis qu'on puisse mettre en œuvre quelque chose qui soit raccord avec les actualités, quoi. Bien sûr. Ce sera absolument nécessaire, je pense, si on veut continuer le plus longtemps possible. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Non, je crois pas. Une petite anecdote qui nous ferait venir avec toi sur une course. Est-ce qu'il y a une course qui t'a marqué dans toute ta carrière de cavalier d'endurance, parce que t'en as fait des courses, j'imagine. Oui, mais une course qui m'a marquée, peut-être sur l'année 2022, je dirais que c'est Florac avec Calcium, parce que Florac, c'est vraiment des paysages incroyables et que parfois quand on se retrouve seul là au milieu de rien et puis tout d'un coup on arrive sur le COS et puis il y a des gens qui applaudissent, on se croirait un peu sur le Tour de France, le départ à 4h du matin où il y a plein de monde dans les rues, c'est un peu incongru. Et donc ça c'est un souvenir récent, un très très bon souvenir récent. Et puis après peut-être plus ancien, c'est quand j'ai fini vice-championne de France sur 120 km au championnat de France des jeunes cavaliers avec ma jument de l'époque, Kaline Mout. Et
Et C'était c'est quand un ça peu ce qui m'a mis le pied à l'étrier. C'était les championnats des As, Ouais. donc où on représente la région dans laquelle on est licencié. Donc moi, D'accord. j'étais en Aquitaine. C'est pour ça que je continue toujours à prendre ma licence en Aquitaine. D'accord. C'est important pour moi et que j'aimerais bien m'investir un peu plus pour les jeunes. Et en fait, on se déplace par région et puis du coup, la région envoie des équipes, on va dire, sur 60, 80 et 120 km. Et D'accord. du coup, à cette occasion, avec ma jument, j'avais fait seconde avec une arrivée Wow. au sprint. Voilà, bien. c'était un peu mes premières grosses courses et j'en garde un super bon souvenir. Accompagnée par ma mère, toujours. Voilà. Donc, Ta mère te suit souvent sur les courses? mes parents, ils ont vraiment facilité le fait que je puisse faire D'accord. de l'endurance, du sport. Ils ont été premiers sponsors, premiers supporters. Très donc, important. Voilà. Oui, très important. Et ma mère, elle est aussi cavalière, donc on partage la passion ensemble. Maintenant, on fait un petit peu naître ensemble des chevaux pour s'assurer l'avenir. Enfin, voilà. Ouais. On est quand même liés par cette passion commune. D'accord. Il y a des chevaux que tu as fait naître, notamment avec qui tu cours en ce moment? Enfin, Oui. dernièrement. Ma première pouliche, qui donc cette année a 8 ans, elle s'est illustrée l'année dernière sur le top 7 en finissant 3e. Et donc, Comment elle s'appelle? Philae d'Espé. Donc, D'accord. Espé, en fait, c'est le nom de sa mère, Espérance Mout. Donc tout ça, l'élevage Mout, c'est Catherine Le Bihan. C'est pour ça que je suis quand même aussi assez liée à cet élevage-là. Et Espérance, c'était vraiment une super jument. Je pense qu'à l'époque, j'avais pas les connaissances que j'ai maintenant pour gérer sa carrière et quelques spécificités, notamment en termes de maréchalerie, etc. Et du coup, voilà, j'ai jamais fait plus de 120 avec, mais sous la selle, je reste persuadée qu'il y avait quand même une super jument. Et du coup, on avait dit qu'après, lorsqu'elle serait à la retraite, on ferait un poulain sur 2. J'ai eu le premier poulain d'Espérance avec Géric de Ranpen, qui est l'étalon de mes voisins Kabira, donc la famille Lafort. Voilà, on a fait local. Et c'est une jument qui présente de très bonnes aptitudes pour la discipline. Elle a un super cœur. Et voilà, elle est pour le coup, c'est pas du tout Winnie. Elle est assez tendue, assez délicate à monter, mais je crois qu'elle est très qualiteuse. Et c'est la première jument qu'on a fait naître avec ma mère. D'accord. Et qu'est-ce que tu prévois avec elle cette année, du coup? Cette année, j'aimerais bien... donc là, elle travaille gentiment. Je vais faire une petite course de rentrée, faire 60. Et puis ensuite, j'aimerais bien préparer 120. Peut-être à Compiègne, refaire gentiment 120 et la qualifier en fin d'année sur 160 pour lui mettre la distance. Et après, pour un peu plus tard, du coup, refaire 160 un peu plus vite. Voilà, ça serait vraiment mon objectif. Et pourquoi pas essayer de qualifier pour Montpazier. À voir. Trop bien, trop bien. Si tu avais envie d'écouter quelqu'un dans le podcast Journal d'Endurance, qui c'est que tu voudrais écouter? Alors du coup, ça recroise avec Montpazier. J'y ai quand même pas mal réfléchi et j'aimerais bien entendre Jean-Noël Lafort. Parce que c'est mon voisin, c'est quelqu'un qui m'a quand même pas mal accompagnée dans ma découverte de la discipline avec Morgane, Roman et Julien qui sont mes voisins, on a à peu près le même âge. Il fait partie de la Dorette, donc c'est ceux qui organisent Montpazier et du coup ils ont reçu l'accord pour organiser en 2024 les championnats du monde. Moi Montpazier, je pense que c'est ma course préférée, c'est une course hyper cavalière, technique où il faut vraiment à chaque moment être connecté à son cheval et à son cerveau pour prendre les bonnes décisions. C'est des pistes très intéressantes et je pense que Jean-Noël, de par ses différentes casquettes, que ça soit éleveur, ancien cavalier, organisateur, il a une vision assez complète de l'endurance et peut-être qu'il pourra parler et nous en dire un peu plus sur ce qu'il prépare à Montpazier 2024. Et en plus, il a un timbre de voix assez singulier, donc voilà. Ok, donc on prendra plaisir à l'écouter, quoi. C'est ça, normalement. Super. Merci beaucoup pour ton temps et ta gentillesse et de nous avoir partagé tout ça en tout cas. Avec plaisir. Merci pour ce que tu fais pour la discipline. C'est quand même bienvenu qu'on en parle sous plein de supports différents et du coup, si ça peut intéresser des nouveaux cavaliers, des anciens. J'espère. Voilà. Super. Merci Clémentine. Merci. Vous êtes arrivés à la fin de ce 2e épisode. Encore un grand merci à Clémentine Chaud de nous avoir partagé son expérience.
Je profite de la fin de ce deuxième épisode pour vous remercier de l'enthousiasme dont vous avez fait preuve pour ce projet de podcast dédié à l'endurance. Pour continuer de soutenir le podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt dans un prochain podcast ou sur une course d'endurance.